qu'on vous propose, c'est d'attaquer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Michel Badier, donc Chambre d'agriculture Loir-et-Cher. Donc, je vais animer ce deuxième webinaire consacré au gel dans le, dans le vignoble. Ce webinaire abordera plus des questions sur la partie économique. Alors, nous avons un ordre du jour qui est relativement chargé, donc c'est pour ça qu'on va commencer dès maintenant. Donc, à l'ordre du jour, on va avoir un certain nombre d'intervenants variés diverses. Donc, Jean-Christophe Rondard, donc notre élu chambre, référent chambre, qui va faire une présentation de la situation. Isabelle de Frocourt de la FAV fera un point d'actualité par rapport à la situation du gel. Donc, moi, j'interviendrai sur comment intégrer un aléa climatique dans mon coût de production. Christophe Geoffroy interviendra sur les outils économiques à votre disposition pour calculer mes coûts de production, notamment le référentiel économique du vigneron. Marie Rofalo de l'ODG Touraine interviendra sur construire sa grille tarifaire cohérente en fonction de ce qu'on aura pu voir précédemment sur les deux interventions précédentes. Christophe réinterviendra pour présenter comment créer et utiliser un budget de trésorerie pour les 18 mois à venir. Et puis une deuxième intervention sur comment utiliser le diagnostic économique pour évaluer l'équilibre financier de mon entreprise. Après, nous aurons une intervention de Anne Bucher, Chambre d'agriculture. Donc, c'est comment optimiser la valeur qualitative de mes vins en cave à l'approche de l'été. Donc, question importante. Et puis, ça sera Marie Rofalo qui conclura sur une intervention sur comment communiquer auprès de mes clients en ces temps de crise et avoir une communication positive. Vous voyez, donc on a un ordre du jour qui est assez dense, donc on va attaquer dès maintenant. Donc Jean-Christophe, si tu veux bien intervenir, c'est toi qui as la parole pour introduire ce webinaire. Merci Michel. Donc bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour notre deuxième webinaire. Donc on se remet doucement de cet aléa qui nous a frappé il y a maintenant 1 mois et demi et qui laissera certainement des plaies sur nos exploitations. Alors je pense que maintenant il faut regarder devant pour gérer les mois qui viennent. Tous nos partenaires institutionnels de la viticulture sont fortement mobilisés pour apporter leur soutien et leur expertise aux vignerons du Loir-et-Cher. Et quand je parle des partenaires, ce sont la Chambre d'agriculture, la FAV et bien entendu l'ODG Touraine. Alors le premier webinaire du 23 avril a permis de faire un diagnostic sur les dégâts et d'apporter des conseils techniques post-gel. C'était l'objectif de ce premier webinaire. Et il a été fortement mobilisateur. Alors, je pense que maintenant que le diagnostic est établi, il faut travailler sur les solutions et les moyens à mettre en place pour passer ce cap difficile. Alors, il nous a paru nécessaire d'organiser un second webinaire pour aborder les aspects économiques liés à ce sinistre climatique de forte ampleur. Alors, au cours de ce webinaire, comme Michel l'a plus ou moins évoqué, les intervenants de la Chambre d'agriculture, de la FAV, de l'ODG vous apporteront des pistes de réflexion pour piloter votre exploitation suite au manque de récolte à venir pour la récolte 2021. Et je pense même qu'au-delà de la récolte 2021, il sera probablement aussi intéressant de s'interroger sur les moyens de protection à mettre en place sur nos exploitations. Alors, quand je parle de moyens de protection, j'entends les moyens de protection physique, bien entendu. Je parle aussi des moyens assurantiels et puis je parle aussi de la mise en place d'une gestion plus fine de nos stocks au niveau de nos exploitations. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction et je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants pour la suite de ce webinaire. Donc, bon webinaire à tous. Merci Jean-Christophe. On ne va pas perdre de temps. Isabelle de Frocourt, directrice de la FAV 41, va nous faire un point de situation et un point d'actualité. Isabelle, si tu veux intervenir.
Bonjour à tous, je vais être assez brève. Malheureusement, on n'a pas une actualité qui a beaucoup évolué, mais il y a quand même quelques points que je peux vous apporter. Le préfet est venu dans le vignoble le 7 mai, il s'est engagé, donc il a constaté les dégâts, il s'est engagé à mettre en œuvre rapidement des mesures relevant de sa compétence. L'arrêté autorisant l'achat de vendanges entre récoltants, on en avait parlé au webinaire précédent, donc la demande officielle a été faite par la Fédération viticole auprès de la préfecture et la DDT pour une rédaction d'arrêté. On a demandé que toutes les communes viticoles soient incluses dans l'arrêté, sans exception, puisqu'elles sont toutes touchées par le gel. Il y a la possibilité d'exonérer la TFNB, mais ça c'est le ressort aussi de la DDT si on est sur une exonération collective et pas individuelle, et on aimerait vraiment que ce soit une exonération collective. Donc il y aura un travail de mener, et je pense de concert avec les autres filières, notamment l'Arbo, sur ce dossier-là pour négocier une exonération collective. Enfin, par rapport à cette rencontre, le préfet a annoncé une aide d'urgence départementale gérée par la préfecture à hauteur de 107 000 €. Chaque département, donc il y a une enveloppe nationale de 20 millions d'euros qui a été répartie entre les différentes régions DRAF qui elles-mêmes ont réparti au sein de leur département. Bien entendu, ce ne sont que les régions pas viticoles, excusez-moi, mais touchées par le sinistre gel qui ont été ciblées, donc, et beaucoup, puisque on a vu une cartographie hier, on a bien vu que quasiment toute la France a été touchée. Et donc, au sein des régions, les départements ont reçu une enveloppe d'urgence. On a eu une réunion hier soir. François pourra confirmer puisque je le vois à l'écran, mais je confirme qu'il a été mis en évidence les critères d'attribution priorité aux personnes nouvellement installées, alors jeunes ou moins jeunes. La notion, c'est nouvellement installé. Donc, il y a un recensement qui est en cours et la répartition se fera entre ces personnes, que ce soit Viti ou Arbo, puisque c'est les deux filières qui ont été privilégiées. Enfin, le préfet s'est engagé à soutenir d'autres mesures, notamment la réforme du système assurantiel, multirisque climatique. C'est un sujet que vous avez longuement, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, avec la limite du système qu'on connaît et les besoins de réforme. Michel, merci. Donc, sur ce point précis, il y a eu déjà des réunions de la filière, alors au niveau ligérien comme au niveau national. La filière s'est mobilisée sur le sujet pour faire rapidement des propositions au ministère. Je sais qu'il y a plusieurs réunions qui ont eu lieu. Il y a aussi des négociations, des choses qui sont mises en avant. La filière viticole est en train d'écrire une feuille de route à proposer au ministère et elle est en train d'être vue entre les différentes structures nationales. On a eu également une annonce du conseil départemental. Alors, pas tout, je vais compléter parce qu'il manque un montant. Ça a été confirmé hier soir. Le conseil départemental a annoncé une enveloppe de 500 000 € d'aide pour les filières sinistrées sur du fonctionnement et 1 million d'euros d'aide sur de l'investissement. Et sur cette dernière somme d'1 million d'euros, il semblerait qu'ils aient annoncé qu'ils s'appuieraient sur le dispositif d'aide conseil régional sur les dispositifs d'investissement aléas climatiques. Mais ce n'est pas pour maintenant. Je crois que je l'ai mis dans le slide suivant, Michel. Voilà, l'aide du conseil régional, on nous a confirmé que ça serait effectif à la réouverture de la prochaine programmation FEADER en 2023. Ça correspondrait à la réouverture de la mesure 511 pour ceux qui en ont déjà bénéficié d'aide aléas climatiques. Il y avait des tours antigel jusque-là. Ça va être élargi à d'autres matériels puisque d'ici là, nous aurons l'occasion de faire des remontées de besoins sur d'autres systèmes de protection aléas. En ce qui concerne les autres annonces nationales, tout ce qui est exonération de charges, fonds de calamité, on le savait, mais on nous l'a confirmé hier soir. Et en corrélation en fait avec les trésoreries qui seront en 2022 un peu faibles pour les exploitations, même très faibles pour les exploitations qui ont subi les dégâts, on aura effectivement des éléments sur ces points-là. On attend les éléments d'application de l'annonce des exonérations de charges et du fonds de calamité exceptionnel dont la viticulture pourra bénéficier, alors que vous savez que jusque-là, on était exclus de ce système. Je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, on vous préviendra au fil de l'eau en fonction des avancées si on n'a pas l'occasion de se réunir à nouveau. Voilà, tout simplement pour notre part.
Merci Isabelle. On verra tout à l'heure s'il y a des questions relatives à ton intervention, donc on les prendra tout à l'heure. Donc pour continuer, rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette approche économique, donc l'exercice c'était de se dire comment j'intègre un aléa climatique dans mes coûts de production. Alors, donc, on a deux approches possibles. Donc, première approche, c'est intégrer une perte de récolte à mes coûts de production. Et puis, éventuellement, c'est se créer un stock à l'échelle de l'entreprise. Donc, on va essayer de faire l'exercice, vous expliquer comment on opérait. Donc la première approche, c'est intégrer une perte de récolte à mes coûts de production. Donc, l'hypothèse retenue, donc on s'est basé sur notre référentiel économique du vigneron dans sa dernière version. Donc, évidemment, on est hors frais de commercialisation, hors frais de création de valeur et on est forcément sur du hors taxe. Et c'est important ces éléments-là parce que tout à l'heure, dans l'élaboration de la proposition de grille tarifaire que Marie fera, donc elle reprendra ces éléments-là. Donc, si je ramène ça au litre, produit, donc sur une récolte normale, donc par rapport à la référence du référentiel économique du vigneron, on est autour des 1,98 €, donc 2 € du litre en coût de production, donc coût de production raisin et vinification. Si je devais intégrer une perte de récolte tous les 10 ans, donc là, je suis sur à peu près 2,20 € sur une perte de récolte tous les 10 ans. Et si j'intègre deux pertes de récolte, eh ben, ça monte à pratiquement 2,50 € du litre, hors taxe, hein, comme on l'a précisé tout à l'heure. Si je fais le même exercice, donc ramené à la bouteille, donc avec le conditionnement en plus, donc sans perte de récolte, donc je suis à 2,55 €. Si je passe sur une récolte tous les 10 ans, donc c'est sûr que ça monte tout de suite à 2,80 €. Et deux pertes de récolte, c'est pratiquement 3,20 € par bouteille. Et comme je le disais, donc c'est raisin, vinif et conditionnement. La deuxième approche, c'était de se dire comment chiffrer le stock, la création d'un stock à l'échelle de l'entreprise en termes de coûts financiers. Donc l'hypothèse, c'est on est reparti sur deux hypothèses. Donc soit je crée mon stock sur une durée de 5 ans, en sachant que ça peut être lourd, on va le voir tout de suite, ou soit sur 8 ans, ou ça peut être beaucoup plus long, éventuellement, ou beaucoup plus court. Le dimensionnement de stock doit permettre de couvrir au moins 80 à 100% des ventes directes. Voilà, donc c'est l'hypothèse sur laquelle nous sommes partis, en sachant que, voilà, donc par rapport au référentiel économique du vigneron dans sa dernière version, ça pourrait correspondre à 800 hectos sur les 1100 hectos produits sur mon schéma de 22 hectares de vignes, exploitation type Loire-et-Cher. Voilà, donc évidemment, on n'a pas intégré la contrainte fiscale, hein, donc je le dis d'entrée parce que voilà, la question va forcément être posée, c'est en termes d'imposition derrière. Donc là, on est parti hors contrainte fiscale. L'exercice, donc sur 5 ans, donc, ça équivaudrait à un stock de à peu près 160 hectos à se créer sur ma période sur 5 ans, donc 160 hectos par an par rapport à ma production de 1100 hectos pour arriver à mes 800 hectos de stock pour calibrer ma vente directe. Alors, donc, vous voyez, donc on a 3 hypothèses de valorisation, 200 €, 300 €, 400 €, mais on peut faire l'exercice sur 500 € de l'hecto aussi. Donc là, j'ai pris une étape intermédiaire, 300 € de l'hecto. Donc, le chiffre d'affaires mobilisé ou immobilisé correspondant à ce stock, c'est fait à peu près du 50 000 €. Donc, par rapport à l'ensemble de mon chiffre d'affaires global, donc ça peut représenter quand même 14% de mon chiffre d'affaires global, donc ce qui est quand même relativement important si on devait intégrer ce stock simplement sur une durée de 5 ans. Si on fait l'exercice sur 8 ans, donc voilà, donc ça fait un volume moins important. Toujours pareil, une valorisation en 300 €, donc ça me fait 30 000 €. Donc là, ça me fait l'équivalent d'un chiffre d'affaires
de 10% de mon chiffre d'affaires qui est mobilisé. Donc, les questions, évidemment, c'est comment fait-on pour financer ce stock, hein. Donc, forcément, c'est soit c'est de la trésorerie interne à l'entreprise, soit on passe via une banque pour se faire financer ce stock. Et puis, la grosse question qu'il faudra se poser, c'est quelle garantie imposée ou acceptable on peut vous demander par rapport à cette mobilisation. Donc, question importante. Donc, pour terminer mon intervention, donc la solution n'est pas une solution mixte entre intégrer une paire de récoltes dans mes coûts de production. Donc, est-ce que je prends une paire de récoltes ou 2 paires de récoltes? Est-ce que ce n'est pas se créer en plus ou en parallèle un stock à l'échelle de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas un peu de mise en place de lutte directe antigel, hein, on l'a bien vu sur notre département. Et puis, recourir à l'assurance, évidemment. Donc, et certainement, en termes de gestion d'entreprise, il faut certainement intégrer ces 4 éléments en tant que tels. Et il n'y a pas une solution particulière à avoir. C'est certainement ce mix de ces quatre composants. Voilà, donc on va passer maintenant à Christophe, si tu veux intervenir par rapport au référentiel économique du vigneron. Tout à fait, bonjour à tous. Alors, pour vous permettre de calculer l'impact de la perte de rendement sur votre coût de production ou pour permettre de calculer l'impact d'un investissement sur votre coût de production, que ce soit antigel, assurantiel ou autre, nous avons mis en place maintenant il y a quelques mois le référentiel du vigneron chambre d'agriculture en version web, ce qui vous permettra de personnaliser vos calculs à l'échelle de l'entreprise. 2 façons de faire pour accéder à cet outil-là. Vous avez l'adresse qui est notée, donc http référentiel-vigneron.chambre avec un s agriculture.fr, ou une autre façon, c'est d'aller sur le site internet de la Chambre d'agriculture et il y a un espace qui est dédié, un espace thématique, espace gel de la vigne. En cliquant sur ce lien-là, vous allez tomber sur l'interface que vous voyez en dessous. Alors, vous allez voir en haut à droite tous les référentiels des vignerons qui existent en France. Donc, ça va de Nantes à Saumur. Et donc là, je vais vous inviter donc, à cliquer sur le référentiel Centre-Val de Loire. Pourquoi? Parce que vos coûts de production seront comparés à notre référentiel du vigneron du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire. Tu peux avancer, Michel. Alors, vous allez tomber sur cette interface-là où on va vous demander effectivement quelques informations sur votre nom, votre nom et les coordonnées de l'entreprise. Les dates de clôture comptable, c'est important pour savoir à quel moment vous réalisez et avec quel chiffre vous réalisez votre coût de production. Pour comparer votre calcul, votre coût de production au référentiel du vigneron, on a besoin d'un certain nombre d'informations puisqu'on compare votre entreprise avec les entreprises de votre système de commercialisation, c'est-à-dire système coopératif, négoce, système mixte, circuit court, circuit long. Pour cela, vous avez quelques informations à compléter, les surfaces, le volume vendangé, la partie qui est vendue en raisin, vrac, petit vrac, bouteille, et ensuite on va jusqu'au circuit de distribution particulier, export, grossiste et autres. La partie peut-être un petit peu plus rébarbatif, hein. Donc à partir de votre grand livre, vous allez compléter donc, charge par charge. Alors vous avez 2 façons de le faire, soit vous le faites avec les numéros de compte que vous avez en haut à gauche, donc les 601 et les 602, mais on sait que des fois entre centres comptables, il n'y a pas tout à fait la même nomenclature, donc vous pouvez le remplir avec les intitulés, donc engrais, plan et phytosanitaire. Donc là, vous avez effectivement donc un extrait de ce qui a à compléter. Si vous avez le grand livre, il faut compter entre 10 minutes et un quart d'heure pour saisir cette partie-là. Se pose la question effectivement de la main-d'œuvre. Donc, le postulat du référentiel des vignerons, c'est que
toute heure, que ce soit salarié bien sûr, mais surtout exploitant, est rémunéré sur les barèmes que l'on a définis dans le référentiel du vigneron. Donc là, dans l'hypothèse que vous avez sous les yeux, j'ai un salarié et ensuite j'affecte son temps soit au raisin, soit à la vinification, conditionnement ou commercialisation. Donc dans l'exemple que j'ai sous les yeux, j'ai affecté son temps à 100% sur le raisin. Et vous avez en dessous donc, les bénévoles, les occasionnels que j'ai, et vous avez donc le nombre de chefs d'exploitation. Donc, dans l'hypothèse que vous avez ici, j'en ai un, et je répartis son temps de travail en fonction raisin, vinification, conditionnement, commercialisation. Alors, vous arrivez donc au résultat que vous avez sous les yeux. Donc, vous avez votre coût de production à gauche comparé au référentiel du vigneron. Donc, vous avez un élément déjà de comparaison. Donc là, c'est un calcul qui a été fait à l'hectare et vous voyez qu'il y a différents onglets. Vous pouvez refaire ce calcul. Donc, le calcul se fait automatiquement, soit au litre, soit à la bouteille. Donc, en fonction de ce que vous préférez. Donc là, c'est un coût complet. Hein. C'est le coût de production à la vigne, vinification, conditionnement et commercialisation. Donc ça, c'est la base de notre travail. Michel, tu peux passer à l'autre. Donc là, ce qui est important, et c'est un peu le sujet de mon intervention, c'est de pouvoir intégrer un investissement nouveau. Donc là, l'outil permet d'intégrer une protection anti-gel. Donc vous avez un menu déroulant. Donc vous pouvez choisir tour avant, l'assurance, constitution d'un stock, et ça vous recalcule votre coût de production. Donc, à gauche, coût de production en intégrant la tour avant, votre coût de production au centre classique et le référentiel du vigneron. Donc, c'est assez important puisque effectivement, on a eu quelques appels depuis quelques jours, quelques semaines sur des investissements et c'est quand même assez important de pouvoir voir l'impact sur le coût de production. Vous avez aussi un autre scénario qui est sur l'évolution du rendement pour calculer l'impact du baisse de rendement sur mon coût de production et ça fera donc le lien sur la mise en place d'une grille tarifaire. Voilà sur le référentiel du vigneron version web qui vous permettra de calculer votre coût de production en intégrant donc, soit une base de rendement ou soit en intégrant des moyens de lutte anti-gel. Merci Christophe. Donc, si vous avez besoin du lien, donc on vous le redonnera en sachant que Christophe, de mémoire, on doit réactualiser la grille du référentiel dans la version web en courant juin, donc avec la nouvelle version. Tout à fait. Donc, merci Christophe. Donc, l'intervenante suivante, donc c'est Marie. Donc, Marie, je te laisse la parole. Donc, la question qu'on va poser, c'est comment construire votre grille tarifaire par circuit de distribution en se focalisant sur le marché français. Alors, c'est quelques clés de réflexion qui est pas seulement valable en ces temps de crise d'aléas climatiques, mais ça peut être aussi l'occasion pour mettre à plat vos tarifs. Donc, on a souhaité revenir sur ce sujet. Donc, la première étape pour construire une grille tarifaire, c'est de calculer… Allô? Non, pardon. Coupez vos micros, s'il vous plaît. La première étape, donc, ça va consister à calculer votre prix de vente net. Et pour ce faire, il y a deux méthodes de calcul possibles. Donc, la première méthode, qui est issue des théories de marketing de l'offre, qu'on dit push, c'est repartir des coûts de production, donc tels qu'ils sont indiqués dans le référentiel économique du vigneron, donc coût de production à la vigne, coût de vinification, coût de conditionnement, coût de stockage. Et à ces coûts de production, on ajoute à ce prix, en tout cas, on ajoute une marge commerciale pour payer vos frais de vente, la communication, le marketing et tout ce qui est création de valeur. Donc là, généralement, les pratiques, c'est entre 20 et 30%, mais on peut aller au-delà en fonction notamment du niveau de vie, par exemple, souhaité par le chef d'entreprise. Et comme je vous le disais, c'est généralement cette méthode qui est utilisée par les acteurs viticoles pour calculer le prix de vente net. La deuxième méthode qu'utilisent plutôt les grands groupes,
c'est lié au marketing de la demande, c'est partir d'un prix de marché, c'est-à-dire à quel prix on veut que le consommateur achète le produit. Et à partir de ce prix, on déduit la marge du distributeur, et j'aurais dû même rajouter les coûts de transport. Et le prix obtenu, on le compare au coût de production pour être certain de ne pas vendre à perte. Donc l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans une des méthodes, mais vraiment les deux méthodes sont complémentaires. Il est important de croiser les deux méthodes que nous venons de voir. Et une fois qu'on a donc établi son prix de vente net hors taxe, on va appliquer un coefficient de marge qui va différer, qui va être différent selon les circuits de distribution. Donc quelques repères. Donc là, je suis repartie à gauche du tableau des coûts de production, vinification, conditionnement. Donc, c'est des coûts à la bouteille. Donc, 3,18, c'était le coût avec l'intégration de 2 années de perte de récolte, et 2,55, c'était le coût à la bouteille pour une récolte normale. On prend l'hypothèse, donc on applique la méthode 1 qu'on a vue précédemment avec une hypothèse de 30% de marge. Donc, on a un prix de vente net de 4,54 ou 3,64 selon le coût de production de départ. Et ensuite, chez le caviste, on multiplie par 2. Le prix consommateur caviste TTC sera multiplié par 2. Pour la GD, on prend le prix de vente net multiplié par 1,7. C'est le coefficient généralement admis. Et pour le vendre au restaurateur, le coefficient multiplicateur appliqué, c'est 1,3. Et sur la carte du restaurant, le consommateur retrouvera la bouteille prix de vente net 4,54 et il la retrouvera à 23,60 €. Et si on est parti d'un prix de vente net à 3,64 € la bouteille, le consommateur la retrouvera sur la carte du restaurant autour de 19 €. Donc voilà, ça c'était pour la grille tarifaire. Et pour conclure sur la grille tarifaire, donc ce qui est important, c'est que le prix de vente chez le caviste, le prix de vente consommateur chez le caviste doit être plus ou moins ou quasi égal au prix de vente au caveau du domaine. Généralement, les cavistes souhaitent une marge de 40%. Les prix export sont généralement les prix cavistes. Et le prix consommateur est la clé. Il doit être stable selon les circuits de distribution. Donc, en conséquence, il est important d'éviter d'avoir le même produit chez un caviste et en grande distribution, puisque les prix sont différents du fait de l'application d'une marge différente. Donc, la solution, c'est soit vendre une cuvée différente en GD, soit vendre plus cher à la distribution que chez le caviste, pour respecter un prix de vente consommateur stable. Et ce qui est important aussi, c'est éviter de court-circuiter les marges intermédiaires. Donc, c'est important pour cela d'avoir des tarifs CHR et vendre au prix auquel le grossiste le vendrait. Vous pouvez vendre au CHR en direct, mais pour éviter de court-circuiter les marges grossistes, c'est important d'avoir cette grille spécifique CHR. Ouais. Pour moi, c'était tout pour les grilles tarifaires. Merci Marie. Donc vous avez bien vu là par rapport au schéma que Marie nous a présenté, donc savoir si on intègre ou pas une perte de récolte ou 2 pertes de récolte, et forcément à la clé, ça a forcément des incidences sur la composition et la création de cette grille tarifaire. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le diaporama, on pourra vous le faire passer si vous avez besoin d'éléments complémentaires ou si vous voulez retrouver ces éléments-là. Donc, on va avancer. Donc, la question qui nous a été posée régulièrement liée au gel, donc c'est comment créer et utiliser un budget de trésorerie sur les 18 prochains mois. Donc, Christophe va intervenir par rapport à ça et nous présenter les outils qu'on a déployés. Christophe? Oui, donc je rappelle que la trésorerie est le carburant de l'entreprise.
Et comme pour tout véhicule, on a besoin de carburant. Donc, il est essentiel de piloter sa trésorerie sur les prochains mois, sachant qu'un intervenant l'avait dit tout à l'heure, mais les soucis de trésorerie vont sûrement apparaître courant hiver 2021, voire le printemps 2022. Donc, important de faire son budget de trésorerie dès maintenant pour anticiper les risques à venir. Alors, le budget de trésorerie, je le définirais comme la gestion de bon père de famille, où on gère donc les rentrées d'argent bancaires et puis les dépenses, les sorties d'argent au niveau bancaire. Le budget de trésorerie est composé de parties, hein, donc les encaissements, les rentrées d'argent sur votre compte et les décaissements qui sont ventilés par période. Et pour être assez fin dans l'analyse, on vous propose de faire ce travail-là mois par mois et compte par compte, c'est-à-dire au moins par les grandes familles qu'on a vues tout à l'heure sur le référentiel du vigneron. Pour commencer donc à faire son budget de trésorerie, la première étape, c'est de recenser les encaissements à venir. Donc, les ventes de produits qui sont prévues. Donc, lorsque vous avez un peu un historique, il est important de regarder sur les années antérieures quels sont les pics ou les creux de vente, notamment lorsqu'on est au particulier, ou les encaissements qui sont prévus lorsque vous êtes auprès des professionnels. Donc, regardez un petit peu les ventes qui ont déjà eu lieu. Deuxième point, faire un état des lieux dès aujourd'hui sur les créances clients. Lorsqu'on réalise un certain nombre d'audits avec Michel, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'argent qui dort dehors. Donc, c'est important de faire un peu l'état de cet argent qui est à l'extérieur et quelles sont les dates prévues d'encaissement. Dans la suite du recensement, de voir quelles sont les primes qui sont à venir, les subventions, et puis 3 petits points, donc toutes les sommes d'argent qui risquent d'arriver sur votre compte. Deuxième étape, donc recenser les décaissements, à quel moment vous faites les achats et le paiement des fournitures, des services. Faire le point également des dettes fournisseurs et savoir à quel moment sont les échéances des emprunts également. Point de vigilance, soyez attentifs sur les délais de paiement de vos clients, puisqu'on remarque notamment depuis quelques mois, quelques années, donc un effritement des délais de paiement qui s'allongent. Donc, ça veut dire que votre trésorerie actuellement, elle est plutôt chez vos clients. Pour vous aider, nous avons mis en ligne sur notre site internet, toujours sur la même thématique gel de la vigne, un outil Excel qui a été remis au goût du jour pour le secteur viticole, donc un travail qu'a refait donc Angélique Tessier, notre collaboratrice, pour vous aider. Donc c'est un outil qui est sous Excel, qui est téléchargeable et que vous permettra de personnaliser votre coût de production, votre budget de trésorerie pour les 18 prochains mois. Merci Christophe pour cette première partie. Donc, comme le dit Christophe, donc, vous retrouverez l'outil à votre disposition sur notre site Chambre 41. Christophe, tu ne vas pas t'arrêter de si bon chemin, donc tu rembrayes sur comment utiliser le diagnostic économique pour évaluer l'équilibre financier de mon entreprise. Donc, à toi Christophe. Tout à fait. Donc, c'est la série des outils en ligne, hein, vous voyez ça. Donc, c'est le troisième outil en ligne qui permet de bien connaître la robustesse de votre entreprise. On sait que lorsqu'il y a des secousses, que ce soit climatiques ou même économiques, il est important de voir un peu la robustesse financière de son entreprise face donc à un aléa. Pour cela, donc, idem, sur le site internet de la Chambre d'agriculture, on a mis un outil en ligne qui s'appelle Conseil d'analyse économique, qui est vrai pour toutes les filières, vous le verrez tout à l'heure, hein, que ce soit viticulture ou autre filière agricole. Il y a un prérequis, hein, il faudra avoir votre dernier exercice comptable avec vous pour saisir vos données. Comptez, pareil que pour le référentiel du vigneron, entre 10 et 15 minutes de saisie. Et l'objectif, c'est d'avoir un livrable, un mini rapport d'audit simplifié qui vous permet, sous forme de scoring, de voir un petit peu l'état financier de votre entreprise avant d'éventuels soucis de trésorerie. Alors, l'outil, la capture d'écran n'est pas très jolie, mais va reprendre effectivement un certain nombre d'informations de l'entreprise, hein, votre nom, le nom de la société, le nombre de gérants, votre âge.
On peut continuer, de saisir l'orientation technico-économique de votre entreprise, les surfaces, le nombre de salariés. Voilà, c'est bon, Michel, le nombre de salariés, et on vous demande de saisir un certain nombre d'informations économiques, annuités, les EBE, les frais financiers, les produits bruts, le fonds de roulement. Ce sont des éléments, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais ce sont des éléments que vous avez assez facilement dans votre comptabilité. Et l'objectif, à travers 10 indicateurs, c'est que ça vous sorte une note scoring de vulnérabilité ou de robustesse, une note sur 20. Donc, ça vous donne surtout une indication des points forts de votre entreprise, mais aussi des éventuelles faiblesses. Autre information importante, je vous ai parlé de la gestion prévisionnelle de trésorerie. Encore faut-il savoir d'où vous partez. Donc là, c'est la situation de trésorerie dès aujourd'hui. Donc là, vous allez reprendre le solde de vos comptes bancaires, les prix court terme qui risquent à venir, l'état des comptes coopératifs, les dettes de fermage, les dettes MSA. Donc là, on est plutôt sur les décaissements à prévoir et les créances à venir et l'estimation de votre stock. Donc, vous avez un petit bouton calculer qui vous permet de calculer votre solde de trésorerie au jour d'aujourd'hui en prenant en compte l'évolution des annuités de 2020 à 2023. Autre point, dans le questionnaire, on vous interroge sur les thématiques, les problématiques que vous souhaitez, qui sont aujourd'hui importantes pour vous, hein, qui vont sur la stratégie commerciale, les questions que vous pouvez avoir sur la diversification de vos activités, voire de vos circuits. Pour certains de vignerons, il y a des réflexions qui sont faites sur la reconversion professionnelle. Donc là, c'est un petit peu une checklist des problématiques que vous souhaitez, qui vous préoccupent aujourd'hui. Voilà, et ce questionnaire, l'ensemble de cet outil vous permet d'éditer un PDF qui fait 4-5 pages avec un compte-rendu et notamment l'ensemble des résultats de votre enquête. Donc, de cet outil-là, vous pouvez rencontrer votre conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture ou votre comptable pour débriefer avec lui des résultats économiques et financiers, mais aussi des problématiques qui ont été soulevées. Voilà, Michel. Merci, Christophe. Donc, vous voyez qu'on a essayé de mettre en place un certain nombre d'outils pour vous accompagner dans ces temps de crise. Et surtout, je dirais, si on les a mis en ligne, c'est pour qu'ils soient utilisés et puis anticiper un peu les événements qui vont émerger dans les semaines, les mois à venir par rapport à la situation gel d'aujourd'hui. Donc, on va revenir à une question très technique. Donc, là, on va laisser Anne Bûcher de la Chambre intervenir sur comment optimiser la valeur qualitative de mes vins en cave, notamment par rapport à l'approche de l'été. Donc ça, c'est des questions, je pense, que Anne, que tu as d'une façon récurrente actuellement. Anne ? Oui, merci Michel. Bonjour à tous. Alors, il y a deux grandes parties que je voulais aborder avec vous. Il y a cette première partie sur, effectivement, la qualité du stock. Alors, vous avez plus ou moins de stock avec des vins qui sont peut-être du millésime 2019 même, voire 2020, c'est à peu près sûr, mais certains ont encore du 2019. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir garder ce stock en excellente qualité, puisqu'il faut qu'on se projette jusqu'à la récolte 2022. C'est-à-dire que là, ce stock, il va falloir déjà qu'il soit propre, et ça, on verra comment, et ensuite potentiellement qu'on évalue un petit peu comment on va le gérer avec la petite récolte 2021 qui va arriver. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier où on en est sur ce stock. Quelle est sa qualité aujourd'hui? Donc, c'est ce qu'on a appelé le diagnostic du stock, évidemment par dégustation et analyse si besoin, mais en tout cas, dégustation, c'est indispensable. Et puis, s'il y a des réajustements à faire, il faut les faire maintenant, avant l'été, dans la projection de passer l'été dans des bonnes conditions, en fonction évidemment du matériel que vous avez, de cuverie, de gestion du froid, d'isolation bâtiment. Donc, on a cet aspect-là à réaliser.
Ça, pour vous aider, la Chambre d'agriculture a mis en place une prestation qu'on appelle Passeport Qualité Vin, qui est prise en charge pour partie par la Chambre d'agriculture. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour cette prestation, hein, sur laquelle on peut vous aider à gérer ce stock et voire même avec des préconisations, si besoin, pour le maintenir en excellente qualité jusqu'en 2022, si c'est possible. Donc voilà, ça c'est vraiment la première phase. C'est votre stock, il faut en prendre soin. C'est ce qui va vous permettre, alors en fonction de ce que vous avez bien sûr, mais c'est ce qui va vous permettre de tenir pour partie les ventes et l'approvisionnement de vos clients jusqu'en 2022. Ensuite, on va avoir la récolte 2021 qui va peut-être pas être facile, hein, il ne faut pas se le cacher. Voilà, la maturité, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ça peut être un petit peu compliqué, mais ça va se gérer. Ce qu'il faut faire, c'est surtout réétablir des protocoles de vinification en fonction aussi de potentiels assemblages que vous allez faire avec le 2020, alors dans toute la légalité qui est aujourd'hui celle de la réglementation, hein, en fonction de si on définit garder un millésime ou pas, voilà, on a des pourcentages d'assemblage possibles. Donc ça, il faut vraiment prévoir les protocoles de vinification de la petite récolte 2021 en fonction de cette perspective. Donc ça, c'est important. Et puis, cette récolte 2021 aussi, en elle-même, va être certainement très, très, très différente des 2 ou 3 qu'on vient d'avoir. Donc, il faudra vraiment réajuster les protocoles avec toutes les connaissances que l'on a aujourd'hui sur ça. Évidemment, voilà, vous savez où vous tournez pour avoir tous ces conseils. Vos œnologues sont à votre disposition pour cette partie-là. Donc, il y a vraiment 2 parties, j'insiste, hein. Le stock, on gère le stock, on regarde un petit peu comment on peut l'emmener de façon qualitative jusqu'en 2022 et on travaille déjà sur 2021 en amont de la vendange. Il ne faut pas faire ça au dernier moment parce que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. On travaille sur cette vinification 2021 dans la perspective, pareil, de l'emmener jusqu'en 2022, ça c'est certain, mais de toute façon, peut-être de prévoir aussi l'assemblage avec le 2020 et 2019 si vous en avez encore. Voilà. Merci Anne. Donc voilà, ça permet de se préparer pour les prochaines vendanges qui peuvent être un petit peu plus compliquées parce que vous voyez bien, la végétation redémarre quand même difficilement. Les conditions climatiques ne sont pas terribles à l'heure actuelle et c'est vrai qu'on ne va pas vendanger en août cette année. Donc, je pense pas. Voilà pour cette partie qui a été importante en termes de rappel et de se préparer. Donc, pour terminer ce webinaire, donc, Marie va intervenir sur comment dois-je communiquer auprès de mes clients en ces temps de crise, notamment par rapport à la situation gel. Marie? Oui, par rapport à la situation gel et aussi Covid, puisqu'on est dans un contexte inédit avec une superposition de crises qui touche notamment la viticulture. Donc, quelques rappels de base des fondamentaux que vous connaissez avant de répondre spécifiquement à la question, mais pourquoi communiquer? C'est important de se rappeler, à garder en tête quand on communique pour donner envie d'acheter, pour séduire le consommateur. Et j'aurais pu rajouter pour fidéliser aussi vos clients. Donc, la communication est un élément du marketing avec le prix qu'on a vu précédemment avec la grille tarifaire. Et aujourd'hui, vous développez une communication de plus en plus professionnelle. Donc, c'est intéressant de s'attarder sur cette question. Et pourquoi communiquer en temps de crise? À la fois pour rassurer vos clients et pour garder le contact. Il m'a semblé intéressant de revenir sur une étude Kantar réalisée l'année dernière sur le comportement des consommateurs pendant la crise Covid. Et ça peut nous donner des pistes pour ajuster la stratégie de communication. Selon cette étude, communiquer reste une priorité. En effet, seuls 8% des Français interrogés estiment que les marques devraient arrêter de communiquer pendant la crise. Donc, communiquer, c'est une priorité. 67% attendent des marques qu'elles communiquent sur leur utilité dans leur nouveau quotidien. 62% sur les efforts que les marques fournissent durant cette crise. Et 46% sur les valeurs. Donc, à ne pas faire en temps de crise, c'est cesser de communiquer. On l'a vu avec l'étude Kantar, les Français veulent que les marques communiquent, même en temps de crise. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est multiplier les messages anxiogènes ou se morfondant.
mais avoir plutôt un discours sobre, humble, sincère, généreux et empathique dans la communication en temps de crise. L'idée, c'est d'éviter le bad buzz. On le voit avec les réseaux sociaux, ça va assez vite. La relation client a vraiment changé. En fait, la relation de communication a changé avec les réseaux sociaux, où en fait vos clients sur les réseaux sociaux n'hésitent plus à critiquer les communications qui sont soit arrogantes, soit qui sont dissonantes par rapport aux valeurs attendues. Et donc l'idée aussi en temps de crise, c'est de divertir vos clients, de changer de sujet en partageant une image positive, dynamique de votre entreprise et d'insister sur vos innovations, vos projets concrets, vos engagements environnementaux, vos valeurs. C'est vraiment ce qui est attendu aujourd'hui par le client, par le consommateur dans la communication. Voilà. C'était quelques clés comme ça de réflexion que je voulais partager avec vous sur cette communication en temps de crise et qui est vraiment pas facile à manier. Merci Marie. C'est vrai que aux consommateurs, le problème du gel, le problème de nos crises récurrentes, c'est pas forcément son problème. Donc, il faut qu'on positive impérativement nos messages. Et voilà, donc on a bientôt fini ce webinaire. Je rappelle les contacts utiles, que ce soit Isabelle, donc pour la FAV, donc Marie pour l'ODG Touraine, moi pour la Chambre et l'ODG Cheverny, Christophe pour la Chambre, donc Rémi Dubois, donc c'est notre collègue de la FNSEA, donc qui était intervenu lors du webinaire précédent sur les problématiques main-d'œuvre et emploi. Donc, si vous avez des questions liées à ça, donc n'hésitez pas à le contacter. Anne, qu'on a écouté tout à l'heure, et puis notre collègue de l'ODG Balancé, donc Christelle Parra. Isabelle. Oui, concernant justement l'intervention de Rémi la dernière fois sur le chômage partiel, on a eu la confirmation dans les 2 départements Loir-et-Cher et 37 que les vignerons, alors je pense que ce ne sera pas forcément le cas, mais je quand même préfère le dire, que les vignerons qui voudraient bénéficier du chômage partiel seront éligibles au même titre que le chômage partiel Covid. Ce qui n'était pas très clair la dernière fois, et ça a été confirmé par les préfectures qu'en fait on est sur le régime Covid, même si on veut en bénéficier pour un problème de gel. Donc c'est plus favorable aux entreprises puisqu'il n'y a pas de charge pour les entreprises. C'est pris en charge par l'État. Ok, donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de questions. Donc, Jean-Christophe, si tu veux refaire un petit point en termes de conclusion, puis on regardera s'il y a des questions après l'intervention de Jean-Christophe. Oui, merci Michel. Donc, avant de conclure, j'aurais souhaité revenir là sur ce qui est envisagé au niveau du mode assurantiel et surtout depuis la parution du rapport d'Escrozeille sur les calamités agricoles. Il semble se dessiner qu'il va être mis en place un nouveau système à 3 étages, en fait, par rapport à la gestion des sinistres. En clair, actuellement, les franchises sont de 25% sur les aléas climatiques. Elles pourraient, dans le cadre du règlement omnibus européen, revenir à 20%, avec une aide sur les cotisations de 70%. Et en fait, dans ce qui est prévu, les assureurs prendraient en charge la partie des sinistres qui irait de 20% à 50%. Et au-delà des 50% de dégâts, les sinistres seraient pris en charge par un fonds de ce qu'on appelle de catastrophes agricoles ou régime des calamités agricoles. Je ne sais pas encore le terme exact qui sera utilisé, mais on semble s'acheminer quand même vers un dispositif qui pourrait concerner tout le monde. Et il n'y aurait pas de conditionnalité entre ce régime de catastrophe agricole et disons, la détention d'un contrat d'assurance. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait assuré serait couvert à partir de 20% de dégâts,
quelqu'un qui ne le serait pas pourrait être couvert à partir de 50% de dégâts. Sachant que dans les sinistres, les sinistres entre 20% et 50% sont les plus importants. Donc voilà, je pense que ça va être, c'est à l'étude actuellement, mais ce rapport a le mérite d'exister et d'ouvrir des perspectives pour protéger financièrement nos exploitations. Voilà ce que je voulais ajouter là-dessus, mais je pense que dès qu'on aura d'autres éléments, on pourra communiquer dessus. Alors pour conclure, je souhaite et j'espère que ce webinaire ait été utile à tous et permette d'ouvrir à chacun des pistes de réflexion sur son exploitation. Je pense qu'il est important que nous gardions contact avec l'ensemble des vignerons parce que bon, en cas de difficulté, je crois qu'il ne faut pas s'isoler. Et d'un point de vue humain, je dirais que nous devons être collectivement attentifs à des collègues qui pourraient être dans de graves difficultés. Parce qu'en fait, on sait qu'en cas de difficulté, souvent, on a plus tendance à se mettre en retrait plutôt que d'aller chercher de l'aide. Donc, moi, j'invite tous les vignerons, s'ils ont écho de quelque chose, c'est pas, faut pas que ce soit mal vécu, mais d'en parler avec eux et puis d'appeler, parce qu'à la Chambre d'agriculture, nous avons une cellule d'écoute pour les gens qui pourraient être en difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on a abordé les aspects techniques, on a abordé les aspects économiques, mais n'oublions pas les aspects humains liés à une crise comme celle-ci. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Donc, merci à tous et peut-être à une prochaine fois pour un nouveau webinaire. Merci Jean-Christophe. C'est vrai que ce point sur la partie repérage de situations qui pourraient être compliquées chez des viticulteurs, c'est important d'avoir cette veille parce que voilà, on peut avoir des gens qui s'isolent totalement aujourd'hui. Donc ça, c'est évident. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, soit vous utilisez le chat ou soit vous activez vos micros. Donc, pas de questions. Marie? On peut attendre 2 minutes. Hein, donc, pour non pas meubler, mais pour vous donner un peu la suite, donc avec Christophe et l'ensemble de l'équipe Chambre, donc on vous renverra l'ensemble des liens par rapport à tous les outils qui sont à votre disposition de façon qu'ils soient utilisés. Hein, donc, c'est relativement important. On refera certainement un webinaire. On avait prévu d'en faire un autre sur les méthodes de lutte, faire une analyse par rapport à la situation telle qu'on l'a vécue durant tout ce mois d'avril et le début mai. Et puis, on a prévu de refaire un webinaire aussi veille de taille, certainement fin octobre ou début novembre. Voilà, parce qu'il y a dans le partage des expériences, il y a des petits qui réfléchissent beaucoup sur ce qui s'est passé par rapport à la taille de mars, par rapport aux autres périodes. Et il y a quelques bonnes idées qui circulent. Et donc là, je suis en train de collecter un peu toutes ces informations-là. Et on tâchera de faire un bref webinaire avant d'entamer la période de taille de façon à vous faire partager des expériences qui peuvent être hyper intéressantes, telles que David commence à l'imaginer pour l'hiver prochain. Voilà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les poser. Vous avez les coordonnées de l'ensemble des équipes Chambre, FAV, ODG. Donc, tout le monde est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par rapport aux compétences des uns et des autres. Voilà, il est 8h55, on est dans le timing. Je ne pensais pas qu'on allait tenir l'heure parce qu'il y avait beaucoup d'interventions. Donc, voilà, donc le webinaire a été enregistré, donc on le mettra pareil en ligne rapidement. Comme ça, il pourra être réécouté si des gens n'ont pas pu participer.